Eh bien, bonjour à tous. Merci à Hervé Nieto de nous faire cette conférence sur la fracture-luxation de la cheville. C'est un sujet très important parce que ce sont des fractures-luxations rares, compliquées, et comme tout ce qui est rare et compliqué, personne n'a une grande expérience, une grande série. C'est pourquoi se reporter à une leçon qui va vous donner Oui, l'expérience est toujours intéressant. Noah, oui, je vais oui. couper le micro, s'il te plaît. Et attends, on va couper son micro, voilà. Et donc, Hervé, je te donne la parole. Eh ben, écoute, je remercie Philippe Chiron effectivement de me donner la parole sur ce sujet qui est effectivement rare. Donc, on ne peut pas commencer à parler de la fracture-luxation de la cheville. J'aimerais bien que ça passe. Voilà. Sans commencer par un peu d'anatomie. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Greffé a Mais dit, hein. donc, pour cette anatomie, on va essentiellement se centrer sur la stabilité de cette cheville, en commençant par la stabilité ostéo-articulaire. C'est Donc, tout. on voit bien sur ces deux Et diapositives alors, qu'en fait, on doit discuter de quoi on devait discuter? ce talus va s'encastrer littéralement dans cette mortaise tibio-fibulaire et la particularité de ce talus est sa face supérieure, dont la surface articulaire en avant est plus large de 5 mm à peu près par rapport à la largeur postérieure. Les ligaments, alors la stabilité ligamentaire, évidemment qu'elle est fondamentale et on voit sur la diapositive de gauche, c'est une vue antérieure de la cheville. On voit très bien les ligaments tibiofibulaires antérieurs et distaux. On voit également le faisceau antérieur du ligament latéral externe qui est fin par rapport au faisceau, à la partie antérieure du ligament deltoïde médial dont on devine en fait les deux faisceaux, le faisceau superficiel et le faisceau profond. Et on voit très bien la différence de force, d'épaisseur de ce ligament médial par rapport au ligament latéral. C'est fondamental. Sur la radiographie qui est la photographie de droite, on voit en fait les ligaments tibiofibulaires postérieurs, mais également ce qui est intéressant là, c'est le plan ligamentaire postérieur et les renforts ligamentaires de la capsule qui vont de la malléole interne jusqu'à la malléole externe et qui quelquefois sont très forts, notamment sur le rebord du tibia. On le voit mieux sur cette photographie inférieure, où vous voyez en numéro 3 ce véritable labrum, hein, il n'existe pas toujours, mais ce véritable labrum qui va continuer en fait pratiquement la surface articulaire postérieure du tibia et qui va constituer un frein au recul postérieur du talus sous le tibia. Et tout ça, c'est quand même fondamental. Le ligament deltoïde, on l'a vu en interne, hein, c'est une nappe, hein, c'est deltoïde, c'est un delta, c'est une nappe ligamentaire avec deux niveaux, un niveau profond et un niveau superficiel, dont on voit les deux parties, puisque l'anatomiste, sur la photo de droite, a relevé avec sa pince toute cette nappe ligamentaire superficielle. Bon, c'est franchement le ligament fort interne de la cheville. Bon, tout ceci, ça aboutit à des verrous de l'articulation, hein. Donc, je vais essentiellement parler en fait de la fracture-luxation postéro-externe, hein, qui, comme on va le voir, ça concerne plus de la moitié des cas, et donc c'est ça qu'on va rencontrer dans notre pratique quotidienne. Donc, les verrous de l'articulation dans ce traumatisme-là, c'est d'une part le ligament tibiofibulaire antérieur et inférieur, le ligament interosseux, et ces ligaments, ils vont se déchirer, s'ouvrir, permettant l'ouverture d'avant en arrière de l'articulation de la cheville. Et ça, ces déchirures, elles vont apparaître quelquefois de façon concomitante avec des atteintes du ligament deltoïde médial. On ne peut pas parler de la stabilité de la cheville sans évoquer au moins la stabilité tendino-musculaire. La cheville, en fait, elle est sous la peau. Il n'y a rien autour de la cheville, si ce n'est des gaines ostéofibreuses dans lesquelles vont cheminer des tendons, et notamment sur sa face postérieure. Et ces gaines, elles peuvent être atteintes dans le cadre du traumatisme et déchirées. Et on peut très bien être très satisfait de la réparation osseuse
que l'on a fait, alors que le patient peut se présenter secondairement avec des douleurs séquelaires à distance ou même des instabilités qui sont dues à des atteintes des gaines ou même des atteintes tendineuses qu'on ne peut pas mettre évidemment en évidence à la radiographie, mais qu'il faudra soupçonner et bilanter secondairement. Alors, quels sont les critères radiographiques d'une cheville normale? Alors, je vous les ai mis ici sur deux incidences de face. À gauche, vous avez l'incidence de face de la cheville et à droite, vous avez la rotation interne, ce qu'on appelle l'incidence de la mortaise, où en fait, on va dérouler l'ensemble de l'articulation talocrurale. Alors, la première des choses, c'est qu'on a un parallélisme des lignes entre le talus et puis le tibia. Après, on va regarder en interne ce que les gens appellent l'espace clair médial. Alors, l'espace clair médial, ça veut dire quoi? En radiographie, c'est l'espace qui est noir, puisqu'on est entre deux portions osseuses. D'une part, sur la face externe de la malléole interne et sur la face interne du talus. Cet espace, en principe, il ne doit pas excéder 4 mm. Après, on peut parler également d'un espace clair tibio-fibulaire qui est situé, en principe, l'analyse se fait 1 cm au-dessus du toit de la mortaise et sur l'incidence de la mortaise, il ne doit pas excéder 6 mm. Et puis, les radiologues, ils nous parlent également du chevauchement tibio-fibulaire qui correspond en fait à la distance entre la ligne la plus médiale de la fibula et la ligne la plus externe du tibia qui correspond au tubercule. Hein. Et cet espace, cette distance doit être de l'ordre de 6-7 mm maximum. Alors, dans ce type de traumatisme, de fracture, luxation de la cheville, quelle est la place du scanner? Eh bien, le scanner, il a une place au départ pour bilanter cette cheville, mais enfin, la radiographie arrive déjà à bien débrouiller le problème. Le scanner, il va surtout vous aider à bien regarder la partie postérieure, la malléole postérieure. On va bien sûr bilanter les traits, connaître la comminution, mais on peut quelquefois aussi retrouver des impactions cartilagineuses qui vont changer le pronostic du traitement et de cette fracture à distance. Donc, c'est important de regarder en arrière ce qui va se passer au niveau du scanner. Et à distance du traumatisme, le scanner, il est aussi fondamental, essentiellement pour bilanter la syndesmose. Alors, il peut le faire de façon bilatérale. Donc, vous pouvez comparer la syndesmose saine du patient avec celle que vous avez réparée et puis regarder si vous avez bien centré la fibula au fond de l'incisure du tibia. Et on le voit ici sur le cliché que j'ai mis à droite. Eh bien, on a une belle synthèse avec une syndesmose qui a été fixée par deux vis, une radiographie de face qui nous paraît tout à fait correcte avec des critères qu'on va considérer comme normaux, comme on a vu précédemment. Et puis finalement, quand on a fait notre coupe scanographique, on voit qu'il y a une anomalie de rotation et que là, cette syndesmose a été fixée avec cette petite anomalie qui peut avoir des conséquences à distance. Donc, deux intérêts du scanner, initialement, et puis à distance, essentiellement, pour analyser la syndesmose. Quelle est la place de l'IRM? Bon, la place de l'IRM en frais, elle n'a pas d'intérêt. C'est surtout à distance qu'elle peut avoir un intérêt. Et il y a pas mal d'auteurs qui ont montré que l'IRM avait une sensibilité et une spécificité qui étaient pratiquement identiques à l'arthroscopie dans l'analyse de la syndesmose. Et ça, pour peu que la coupe de l'IRM passe dans le plan ligamentaire. Donc l'IRM, il ne faut pas la négliger pour analyser les atteintes ligamentaires et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les atteintes des fois des gaines des tendons. Sur le plan physiopathologique, hein, je vous l'ai dit, on va s'accrocher essentiellement aux fractures, luxation postéro-externe, et donc c'est la rotation externe du pied sous le tibia qui est responsable de ce traumatisme. Ce traumatisme, il va représenter plus de la moitié des cas. Hein, ça, ce sont des chiffres que je vous ai sortis de bibliographie. Hein, et puis les facteurs de risque, hein, c'est l'âge avancé avec l'ostéoporose, la femme, des trucs classiques. Cette atteinte de la syndesmose dans ce type de traumatisme, il va se faire d'avant en arrière, avec, comme on l'a dit, une ouverture de l'articulation, avec une rupture du ligament tibio-fibulaire antérieur et inférieur, une rupture du ligament interosseux, l'articulation va s'ouvrir
progressivement, permettant la libération du talus qui va passer derrière la cheville. Alors, ces fractures luxation de la cheville, elles ont été bien codifiées et elles sont toujours utilisées dans cette classification de Logan-Hansen. Et vous allez me dire, c'est quand même bizarre parce que cette classification, elle date de 1942. Elle a 80 ans et elle est toujours utilisée actuellement pour spécifier les types de fractures luxation que vous avez. À l'époque, Logan Hansen, en fait, ils avaient fait un travail formidable et ça avait révolutionné, en fait, la prise en charge de ces fractures luxation. C'était un travail qui était purement artisanal. Hein, n'oubliez pas qu'on est en 1942. Ils avaient travaillé sur des membres amputés. Ils avaient bloqué l'arrière-pied avec une broche. Ils menaient eux-mêmes des manœuvres nocives au niveau de l'arrière-pied qu'ils ont décrites après selon leurs 4 types A, B, C, D. Et ils s'arrêtaient, c'est comme ça que c'est décrit dans l'article, ils s'arrêtaient au premier crack. Ils entendaient un crack, ils regardaient ce qui se passait. Bon, ben voilà, tel ligament a été rompu, on a obtenu telle fracture. Ils faisaient une radio et ils continuaient le mouvement nocif. Ils ont ainsi décrit 4 cas et c'était fondamental à l'époque puisque finalement, ils donnaient les clés aux thérapeutes qui regardaient les radiographies et qui se disaient, tiens, c'est une rotation externe ou c'est une rotation interne et on va faire le mouvement inverse pour effectivement réduire cette cheville à une époque, je le rappelle, où c'était quand même le traitement orthopédique qui était le traitement général. Il y avait très peu de chirurgie en 1942 pour ce genre de traumatisme. Alors depuis, il y a de nombreuses publications qui ont montré que ce travail, ben bon, il était peu reproductible, il n'était pas fiable, tout à fait d'accord. D'ailleurs, pour certaines classifications, il a été basé sur 8 dissections anatomiques, pour d'autres sur 3 dissections anatomiques. Mais c'est en gros le paradoxe de la médecine. Il y a beaucoup de gens qui publient, vous voyez, j'en ai mis une en Injury 2006, c'est pas si vieux, il nous dit que ça sert à rien, mais n'empêche qu'il n'y a pas d'auteur, qui propose d'autres classifications qui vont relier un mouvement à un traumatisme décrit, et ça, c'est fondamental. Alors, il faut qu'on s'arrête un moment sur la fracture trimalléolaire, parce qu'il ne faut pas considérer que la fracture trimalléolaire, c'est une fracture bimalléolaire plus une malléole postérieure, comme on le dit. Alors, effectivement, le plus souvent, le malade, il se présente, il n'est pas luxé, mais il faut bien savoir que plus le fragment de malléole postérieure est important et plus il y a de chances que cette fracture ait été luxée au départ. Elle se présente à l'urgence alors que cette luxation s'est réduite spontanément. Donc, on a des images radiographiques qui peuvent être faussement rassurantes alors qu'il y a eu, à côté de cette fracture malléolaire postérieure associée à les bimalléolaires, des atteintes ligamentaires ou peut-être même des atteintes des gaines ostéo-tendineuses. Donc, méfiance au niveau de ces fractures. Certains auteurs, d'ailleurs, considèrent qu'à peu près 40% des fractures trimalléolaires ont été luxées initialement. À côté des fractures en supination dont on va essentiellement parler, il y a les fractures en rotation externe et pronation, ce qu'on appelle les fractures en prêt ou en paire dans la classification de Logan-Hansen. Elles sont surtout responsables de lésions médiales et notamment de lésions du ligament deltoïde. Et ce ligament deltoïde, on l'a vu sur les photographies initiales, c'est le ligament probablement le plus fort de la cheville en interne et il peut être responsable d'une instabilité et même de douleurs séquelaires. Donc, ce ligament, il est fondamental. Il survient surtout lorsqu'il est traumatisé, dans les traumatismes en pronation. Alors, le patient, il se présente à l'urgence, hein. Il est luxé, vous le voyez, hein, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut pas tarder à le réduire, hein. Et si vous avez des problèmes où vous sentez qu'à la radiographie, ça va tarder, il va y avoir du monde, ça va se passer dans 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures, il ne faut pas hésiter à réduire votre luxation, votre fracture luxation dans les box, et puis de constater qu'effectivement, il y avait cette fracture luxation, vous la consignez dans le dossier et le patient, il va après à la radiographie pour faire le bilan de cette radiographie. Et après, eh bien,
quel va être ce timing, le timing chirurgical? Eh bien, encore une fois, c'est la peau. C'est la peau au départ, parce qu'on la réduit rapidement pour ne pas avoir de problème. Ça permet de réaxer la cheville, de protéger les axes vasculaires. Et puis après, c'est encore la peau. Il faudra surveiller l'état cutané pour savoir quand est-ce qu'on va l'opérer. Alors, les gens disent dans les publications que je vous ai sorties, bon, ben dans les 6-8 premières heures, c'est ce qu'on apprend toujours, on peut opérer d'emblée ces fractures luxation, parce que c'est après que ça va commencer à gonfler, et sinon, eh bien, il faut attendre plusieurs jours. En fait, avec l'expérience, c'est surtout l'état cutané qu'il faut regarder s'il y a de l'œdème, regarder s'il y a des phlyctènes qui apparaissent, et c'est ça qui va vous guider dans le timing et dans la décision de dire go, j'y vais ou je n'y vais pas, j'irai plus tard. Alors, si vous avez décidé de différer l'intervention, hein, il y a trop d'œdème, il y a des phlyctènes, non, non, c'est trop dangereux. Si je mets mon bistouri là-dedans, c'est sûr que je vais avoir une nécrose cutanée ou une infection, donc je n'y vais pas. Bon, on ne va pas laisser le malade comme ça, il faut décider d'un traitement. Et ben, vous pouvez faire, pour protéger la peau encore, un damage control local avec un fixateur externe. Alors, quand on parle du damage control local avec le fixateur externe, c'est un fixateur externe qui est là pour protéger la peau. Il n'est pas là pour traiter le problème de la fracture. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en principe, il suffit de mettre 2 fiches au niveau du tibia, une fiche dans le premier métatarsien, une fiche dans le 5e métatarsien. On aligne tout ça, on verrouille et on surveillera la peau. Et puis, c'est que secondairement qu'on se dira, on enlève le fixateur et on fait l'ostéosynthèse interne. À côté du fixateur externe, eh bien, il y a des gens, dont je fais partie d'ailleurs, qui préfèrent immobiliser la cheville, la fracture luxation, dans des plâtres circulaires. On fait un plâtre circulaire sans serrer. On vérifie qu'on a réduit cette luxation parce que ça permet d'avoir une pression homogène sur l'ensemble de la peau sans avoir des points de compression. En tout cas, il ne faudra pas faire d'attelle plâtrée postérieure, hein. Ne faites pas d'attelle plâtrée postérieure. Il a été décrit des lésions cutanées qui n'étaient pas dues à la fracture luxation, mais qui étaient dues à l'attelle, et notamment dans l'angle. Bon, on fait des coins, des plis avec notre attelle, ça appuie sur la peau et ça entraîne des escarres ou des points de compression. Donc, pas d'attelle. Soit le fixateur externe de type damage control léger, soit l'immobilisation avec un contrôle de la peau, vous bivalvez après le lendemain, etc. Et ce traitement chirurgical, une fois que vous avez décidé de le faire, soit on le fait d'emblée, soit on le fait secondairement, eh bien, il a 2 volets, ce traitement chirurgical. Il faut d'abord réparer l'os, donc on fait une ostéosynthèse, et puis quand on a fini l'ostéosynthèse, on va traiter les lésions ligamentaires périarticulaires. Voilà, c'est simple, on répare l'os, et puis une fois qu'on a traité l'os, on va traiter les ligaments. Alors le principe, c'est quoi? Eh bien, le principe, on va faire le tour de la cheville. Il faudra commencer du côté externe, parce que du côté externe, du côté malléolaire, hein, c'est comme pour les bimalléolaires, hein, le principe n'a pas changé. C'est souvent de ce côté-là que vous avez les meilleurs critères de réduction. Donc vous allez pouvoir restaurer la longueur et puis la rotation au niveau de cet os. Et à partir de là, vous passerez derrière la cheville pour synthéser ou vous occuper du fragment malléolaire postérieur et vous terminerez au niveau de la malléole interne. Donc, on va faire le tour de la cheville en passant par en arrière et en commençant en externe. Et une fois qu'on aura fixé les éléments osseux, eh bien, on va évaluer les éléments, les atteintes au niveau de la syndesmose. Et bien, tout ça, ça peut se faire en une seule installation, hein. Le malade est installé en décubitus latéral. Vous allez le déporter sur le devant de la table et le serrer et le fixer avec un appui pubien et un appui sacré. Dans cette position-là, vous pouvez tout à fait ostéosynthéser votre malléole externe puisqu'il est déjà en latéral. Donc, vous restaurez les axes et la longueur. Et puis, la reine des ostéosynthèses, dans ces cas-là, c'est forcément la plaque vissée, hein. OK. À partir de là, étant donné que le patient est en décubitus latéral, vous pouvez vous occuper de la malléole postérieure. Vous avez un accès en arrière.
Et une fois que vous avez fait donc la partie externe, la partie postérieure, on va demander à l'aide de retirer l'appui sacré. Le patient va basculer sur le dos et on a accès tout bêtement à la malléole interne. Et donc, on n'a pas besoin de déchamper, ça se fait très gentiment. Et vous faites l'ostéosynthèse de la malléole interne. Donc, en une seule installation, vous pouvez faire le tour de votre cheville. Alors, que faut-il faire vis-à-vis de la malléole postérieure? Alors, c'est quelque chose qu'on apprend souvent dans les staffs. Oui, alors cette malléole postérieure, il faut la synthéser quand son fragment dépasse 25% de la surface du tibia. Bon, ça, c'est quelque chose que dans toutes les écoles françaises, on apprend. Bon, bah, très bien. En fait, quand j'ai fouillé dans la littérature, il n'y a aucune étude, même biomécanique, qui a démontré ce chiffre de 25%. En dessous, vous ne faites rien. Au-dessus, il faut y aller absolument. C'est fondamental. Et en fait, ce qui est écrit dans certaines publications, c'est que le traitement orthopédique pour les petits fragments, c'est souvent un traitement par défaut. Vous voyez, hein, c'est le défaut, on ne sait pas quoi faire. Bon, c'est trop petit, je ne veux pas y aller. Mes vis, elles ne vont pas tenir. Ben voilà, j'y vais pas. Et voilà ce que je vous ai ressorti comme phrase qui sort directement de cet article. On n'a que des preuves indirectes qui ont montré que les gros fragments devraient être fixés et que la limite pour la taille du fragment a été rapportée de façon variable dans les études. Donc, ça reste très flou à partir de quelle taille il faut synthéser ces fragments. Dans la littérature, quand vous parcourez la littérature, ça reste encore extrêmement flou. Alors, que feriez-vous sur cette malléole postérieure? Eh bien, ça, c'est une étude très intéressante que j'ai retrouvée dans le journal de chirurgie et de cheville du pied, qui a été publié en 2011. C'est en fait une publication sondage qui a été faite aux États-Unis, dans lesquelles étaient des spécialistes du pied et des traumatologues. Et on leur proposait en fait 5 types de fractures de malléole postérieure. Donc, ils avaient en gros 5 cas cliniques devant eux, puis on leur posait des questions, puis ils y répondaient. Et ils ont eu quand même 401 réponses au sondage. Vous voyez, il y avait 50% de spécialistes du pied, 24% de traumatologues purs, donc quand même des spécialistes. Alors, la question qui était posée notamment, c'est quelle était l'indication de la fixation en cas de stabilité? Donc, si le fragment vous paraissait instable, quelle que soit la taille du fragment, si le fragment vous paraissait instable, qu'est-ce que vous faites? Bon, ben, il y a 56% de ces chirurgiens qui disaient, ah oui, ben, là, dans ce cas-là, il est instable le fragment, on va y aller, on va le fixer. Mais là où ils étaient moins d'accord, déjà, c'était comment on allait tester la stabilité du fragment. Est-ce qu'on faisait simplement une flexion-extension de la cheville en regardant ce qui se passait à l'amplificateur de brillance, ou est-ce qu'on faisait un tiroir postérieur? Et là, ils n'étaient pas tous d'accord parce que la contrainte n'est pas la même. Donc, si vous voulez, le terme de stabilité, on ne sait pas ce que ça veut dire. Franchement, une stabilité d'un fragment, qu'est-ce que ça veut dire? On leur posait une autre question, et là, c'était un peu plus vicieux. On leur demandait de donner leur avis uniquement de ce qu'ils allaient faire en fonction de la taille du fragment. Alors, il y avait un exercice où c'était le fragment fait 50% de la surface. Très bien. Bon, ben là, ils n'hésitent pas. Il n'y en a que 3% qui n'y vont pas. Les 97%, ah oui, oui, il faut y aller, il faut le fixer. Et ben, la question juste après, c'est le fragment fait 10% de la surface. Ouh là là, ça change tout de suite. Là, il n'y en a que 9%, alors qu'ils ont parlé de stabilité avant. Avant, ils ont dit à 56% quand il n'est pas stable. Mais là, dès qu'on parle de taille de fragment, il n'y en a que 9% qui décident de le synthéser. Et puis, on leur donne le chiffre fatidique. Dans la série, dans ce document-là, c'était le chiffre fatidique, c'était 20%. Donc 20%, eh bien, il y en a 44% qui disent, bon, ben, moi, j'y vais et je vais le fixer. Ce qui est intéressant, alors c'était quelle que soit l'expérience du chirurgien, les plus anciens, les plus expérimentés, les grands spécialistes, etc. Ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est la linéarité entre la petite surface du fragment et puis la grande surface et puis le nombre de chirurgiens qui vont y aller. Il y a une réelle linéarité et derrière tout ça, il y a quelque chose de... on n'ose pas l'évoquer, mais c'est la facilité avec laquelle on va synthéser. Un gros fragment, c'est facile à synthéser, on y va. Un petit fragment, on est plus sur ses gardes et on n'y va pas.
Et ça, c'est malgré la grande expérience des chirurgiens. Donc, il y a ce côté de c'est facile à faire, je vais le faire, ou c'est plus difficile, je vais peut-être pas le faire. Alors, il y a quand même trois éléments à prendre en compte pour cette malléole postérieure. Quand vous êtes sûr qu'il y a une fracture luxation de la cheville, c'est sûr qu'il y a une atteinte ligamentaire. Donc, ça doit être un élément aggravant pour vous. Il faudra regarder la congruence de la surface articulaire. Si vous le réduisez et que vous êtes parfait, que d'accord, vous vous dites, allez, peut-être qu'il faut, je ne vais rien faire parce que j'ai un argument, j'ai parfaitement réduit ce fragment. Et puis, il faudra regarder le centrage du talus sous le tibia. Et s'il n'est pas bien centré, eh bien, il faudra peut-être faire quelque chose. Donc, trois éléments, la notion d'une luxation, la congruence articulaire et le centrage. Alors, en pratique, voilà, c'est ce que j'ai ressorti de cet article. Si la congruence n'est pas satisfaisante ou le talus non centré, eh bien, eux, ils étaient clairs. Il fallait y aller pour fixer, même si le fragment était petit et ils citaient le chiffre de 10% de la surface, pour eux, il fallait y aller. Et il faut y aller. Et par quelle voie il faut y aller? Eh ben, comme on l'a dit, c'était en externe, hein. On a synthésé notre malléole externe avec notre plaque, hein, comme on le fait habituellement dans une fracture bimalléolaire, hein. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Et puis après, on va faire un petit décollement. On va passer en arrière des tendons fibulaires et on tombe sur une fenêtre, hein. Vous la voyez très bien, cette fenêtre, hein, le chiffre 4, là, une fenêtre osseuse. Et là-dedans, eh bien, vous tombez directement sur votre fragment malléolaire postérieur. Il faut passer un petit coup de rugine, il faut bien aller voir cette pointe parce que ce fragment malléolaire postérieur, il est souvent en V à pointe supérieure. Vous avez donc des critères de réduction à la partie supérieure du fragment et sur les faces latérales internes et externes, et puis vous le fixez. Et puis après, quand vous avez fixé tout ça, eh bien, on va s'intéresser à la syndesmose. Et le traitement ligamentaire, en fait, il se résume souvent à un geste osseux. Voilà, on va traiter un ligament en faisant un geste osseux. Ben, c'est la particularité de ces fractures luxation. Et ce geste osseux, c'est quoi? Eh ben, c'est est-ce que je mets ou non une vis de syndesmodèse? Et en fonction de quoi? Et en fonction des critères radiographiques qu'on vous a décrits tout à l'heure en début de topo. Alors, je vois un écran, mais je ne vois pas très bien. Alors, quelle attitude avoir vis-à-vis de cette syndesmodèse? Voilà. Alors, il y a des études qui sont sorties et qui s'opposent un petit peu. Alors, il y a une très belle étude de Cortecandas que je vais décrire tout à l'heure qui avait montré, c'est pas si vieux, il y a une petite dizaine d'années, que le vissage tibiofibulaire était sans intérêt dans les fractures luxation de type serre, donc de supination rotation externe, celle dont on parle. Et d'accord, bon. À côté de ça, il y a de nombreuses publications, j'en ai cité que deux, hein, qui disent hein, dans leur texte, mais la tendance, vous voyez, c'est vachement précis, hein, la tendance actuelle est de proposer la syndesmodèse. Donc, on est vraiment dans un flou qui est quand même important. Et pourquoi ce flou? Parce qu'en fait, il n'est pas facile de décrire complètement le mécanisme par lequel on a abouti à la fracture luxation de la cheville. Et si effectivement Cortecangas dit dans son article, si vous êtes sûr que c'est une supination rotation externe, eh bien cette vis de syndesmodèse n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, effectivement, si on n'est pas sûr, eh bien c'est pour ça qu'on dit qu'il est préférable de traiter par excès. On n'est pas sûr, ouais, je ne suis pas sûr, j'ai 6 mm d'écart dans l'espace clair-tibiofibulaire. Allez, je la mets ma vis puisque je suis dessus. Voilà, c'est ce que veut dire les autres articles. Traiter par excès, ça ne coûte rien. Voilà la fameuse étude de Cortecangas, c'est une belle étude, hein, une étude de niveau 2. Hein. Donc c'est important parce qu'ils ont eu quand même 24 patients. Hein. C'est des traumatismes qui sont quand même très rares. Très rares. Ils ont sélectionné dans ces traumatismes très rares que les supinations rotation externe. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre. Ils ont fait un très très beau travail.
Et là-dessus, ils ont testé leur cheville. Ils ont testé leur cheville en rotation externe avec des dynamomètres. Ils ont vu leur cheville à distance sur la fonction, les douleurs, le niveau d'arthrose. De mémoire, je ne sais plus quel recul ils avaient. Mais franchement, c'est un très bel article et ils n'avaient pas trouvé de différence significative. Mais à côté de ça, comme je le dis, il y a de très, très nombreux articles qui disent eh ben, il est préférable de traiter par excès. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas défini exactement le mécanisme. Oui, je ne vois plus les titres, mais ce n'est pas grave. Là, ce sont de nombreux. C'est un autre article que j'ai revu. En fait, les auteurs avaient balayé les publications, 345 références, 44, 40 étaient retenues. Et en fait, ils avaient séparé les lésions de la syndesmose en lésions stables et lésions instables, hein. Il est préférable de dire, en fait, à mon avis, hein, en lésion laxe et lésion qui n'est pas laxe, parce que l'instabilité, c'est autre chose dans le langage français, hein. Et il proposait donc de stabiliser les lésions laxes. Et en fait, il faisait des tests en rotation externe. Et si effectivement il y avait une laxité de la syndesmose, eh bien, on la stabilisait. Alors, ce vissage de la syndesmose, hein, il se fait 2 cm hein, au-dessus de l'interligne talocrurale. C'est-à-dire au-dessus des ligaments interosseux, quoi. Alors, il se fait dans quelle position de la cheville? Donc, on apprend tous que ça doit se faire en flexion dorsale hein, pour amener effectivement la partie la plus large du talus au niveau de la mortaise et ne pas permettre de trop la serrer, cette mortaise. Et c'est dans cette position que, effectivement, on conseille de la fixer. En fait, ben, je n'ai trouvé aucune étude qui montre un avantage à fixer la cheville en flexion dorsale ou en position neutre, tout bêtement. Et eh bien non, je n'ai pas vu d'études comparatives là-dessus, sur les chiffres et sur les résultats. Combien de prises corticales faut-il mettre? Alors ça, on en parle tout le temps dès qu'on parle des fractures luxation dans les congrès, tout ça. Tiens, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? 3 prises? Ah non, moi je mets 4 prises, 4 corticales. C'est-à-dire 4 corticales, c'est-à-dire je prends les 2 corticales de la fibula et les 2 autres du tibia. C'est-à-dire que j'ai tout transpercé quand je dis 4 corticales, hein. Donc j'ai quelque chose de très fixe. Alors oui, j'en mets 3, j'en mets 4. Eh bien en fait, il n'y a aucune étude comparative qui a montré qu'on était mieux avec 3 corticales ou mieux avec 4 corticales. Donc ça, c'est encore des discussions de couloir, mais ça ne repose sur rien. Combien de vis tu mets, toi? Ah ben moi, j'en mets qu'une seule. Moi, j'en mets 2, c'est mieux. Alors là, par contre, il y a effectivement des études qui ont montré que fixer la syndesmose avec 2 vis, ça n'avait pas d'intérêt. La meilleure synthèse, c'est une seule vis, comme on le voit à la radiographie. Vous mettez une vis de syndesmose 2 cm au-dessus de l'interligne talocrurale. Et si vous la mettez bien, que vous avez des bonnes sensations de serrage, ça suffit. Alors, quand les endoboutons sont sortis, il y a pas mal de gens qui se sont engouffrés dans la fixation de la syndesmose avec l'endobouton, en disant qu'effectivement, c'est peut-être moins rigide, l'endobouton, c'est peut-être plus intéressant, on n'aura pas besoin de l'enlever après. Et donc là aussi, il y a pas mal d'études comparatives entre vissage et endobouton qui sont sortis et qui n'ont pas montré de différence significative sur les résultats. Et puis la vis biorésorbable. Alors quand elle est sortie, cette vis biorésorbable, donc ça c'était génial parce que ça avait les mêmes caractères qu'une vis et eh bien on n'aura pas besoin de les ôter et encore mieux, elle allait disparaître et se résorber elle-même. Donc là, il y a eu des études comparatives ou même des études rétrospectives qui ont montré qu'il ne fallait pas la mettre. Hein, il ne faut pas utiliser de vis biorésorbable parce qu'elle était pourvoyeuse d'infections au niveau du site de positionnement et même au niveau de la cheville, probablement parce qu'elle entraînait des réactions inflammatoires trop importantes dans sa résorption. Donc il est conseillé et même recommandé de ne pas mettre de vis résorbable. Et puis cette vis de syndesmose, il va falloir l'ôter. Il va falloir l'ôter dans l'idée de libérer la cheville. Donc, il ne faut pas l'ôter avant la 8e semaine parce qu'on considère que le temps de cicatrisation, de consolidation ligamentaire est de 6 semaines. Donc, il ne faut pas l'ôter avant la 8e pour se donner un petit délai de sécurité.
il faudra faire des radiographies juste avant l'ablation pour voir si cette vis elle est encore entière ou si elle ne s'est pas fracturée. Et en cas de vis fracturée, il faudra ôter la partie proximale seulement en cas de gêne, parce qu'en fait, il sera compliqué d'ôter la partie distale. Il faut bien comprendre qu'il est probable, d'ailleurs, quand cette vis s'est fracturée, qu'il va y avoir un micro-mouvement qui va se réaliser entre le tibia et la fibula, et que vous aurez toutes les peines du monde à bien cathétériser le fragment distal pour pouvoir l'ôter sans faire des dégâts. Et souvent, il va falloir élargir l'orifice de la fibula pour ôter le fragment distal. Et il a été décrit des fractures de la malléole externe lors de l'ablation difficile de vis de syndesmodèse. Donc, il est conseillé de ne pas ôter le fragment de la vis tibiale fracturée. Et puis, il faudra prévenir le patient des possibilités de rupture péropératoire. Et donc, si vous avez une rupture de la vis en pérope, elle va forcément se casser au niveau de l'interligne tibiofibulaire. Eh bien, on retombe sur le cas de figure antérieur où il ne faut pas s'acharner à vouloir retirer cette vis tibiale. Et donc, il faut en prévenir le patient qu'il peut y avoir un petit risque d'échec d'ablation de matériel. Et donc, cette vis de syndesmodèse, pour finir avec elle, elle peut être, la réduction peut être faussement rassurante, comme je dis dans le titre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des belles études qui ont montré qu'il y avait des imperfections de réduction et avec des chiffres très surprenants de l'ordre de 40%. C'est-à-dire qu'on va la fixer, on a l'impression d'avoir bien réduit, et bien près d'une fois sur deux, et bien on n'est pas bien réduit. Et là, je vous en ai mis donc un exemple avec à la radiographie de face, eh bien on a l'air d'avoir des critères tout à fait corrects. Et manifestement, quand on fait le scanner, on a une anomalie de rotation qui est importante, quoi. Et cette fibula, elle a quand même été fixée dans cette position. Et on retombe en fait sur nos pieds en disant que c'est tout l'intérêt également de l'ablation de cette vis pour permettre, en libérant cette articulation, le recentrage. Et il a été montré des recentrages secondaires à l'ablation de la vis, alors qu'initialement, en péropératoire, on n'avait pas très bien fait les choses. Bien voilà, là il y a une belle étude qui parle encore de cette syndesmose et comment la réduire. Eh bien, alors eux, ils ont fait une belle étude avec des scanners, recul de 2 ans, tu vois, 68 patients, c'est pas rien quand même, une étude prospective. Et bien dans leurs patients, une fois sur deux, ils ouvraient l'articulation tibiofibulaire et ils faisaient leur synthèse. Et dans ces cas-là, ils avaient 15% de mauvaise réduction contrôlée au scanner bilatéral, hein. Et quand c'était à foyer fermé, eh bien, c'était pratiquement une fois sur deux que c'était mal réduit. C'est surprenant, mais c'est quand même ça, leur chiffre. 44% de mauvaise réduction quand ça se faisait à foyer fermé, avec effectivement, quand c'est mal réduit, des mauvais résultats fonctionnels à 2 ans. Donc, eux, ils conseillaient quand même d'ouvrir, alors il faut les ouvrir en avant, hein, d'ouvrir en avant l'interligne tibiofibulaire, de centrer cette fibula et de la fixer après. Voilà, donc pour finir, on va parler de quelques cas particuliers, de commencer d'ailleurs par le ligament deltoïde, puisque je vous ai essentiellement parlé des fractures luxation postéro-externe en supination, mais je n'ai pas parlé des fractures en pronation. Alors en pronation, quand il n'y a pas d'atteinte de la malléole qui n'est pas fracturée, eh bien il faudra forcément suspecter une atteinte du ligament deltoïde. Et cette atteinte, elle est assez fréquente, hein, vous voyez, hein, on a encore 39%, c'est 39% des fractures luxation où il y a une atteinte interne. Si on prend les fractures luxation postéro-externe et qu'on met dans le même panier les mouvements de supination et les mouvements de pronation, on atteint largement 60% des traumatismes. Donc c'est vraiment le pain quotidien quand on va retrouver ce type de fracture. Vous avez plus de 2 chances sur 3 d'être sur une fracture luxation postéro-externe. Alors certains, eh bien, quand il y a une atteinte du ligament deltoïde, comme c'est évident sur la radiographie qu'on a, hein, ça ne peut pas être autrement, il n'y a pas de fracture malléolaire, le ligament deltoïde il est forcément rompu. Bon, eh bien, il y a certains auteurs qui y vont systématiquement,
hein, ils vont faire un abord interne et ils vont réinsérer en disant qu'ils ont des meilleurs scores fonctionnels au niveau de la cheville. Et il y en a d'autres qui ne le font pas systématiquement. Et ils sont plus nombreux d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup plus de publications qui n'ont pas cette attitude systématique d'aller explorer le compartiment interne. Ils le font seulement si à la radiographie, ils ont par exemple un espace clair qui est de plus de 3 mm. On avait dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas qu'il excède 4 mm. Voilà, plus de 3 mm, allez, ils font un abord interne. Ça permet de lever l'incarcération, de laver l'articulation et puis de réinsérer, puisque 3 fois sur 4, ce ligament deltoïde médial, il est rompu au plafond et donc avec des petites encres, vous le réinsérez. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils réparent les lésions osseuses, ils suspectent une atteinte du ligament médial et puis ils font un testing éventuellement avec leur sous-ampli et puis ils regardent surtout cet espace clair médial. L'espace clair médial est pour eux un élément qui est déterminant. C'est un deuxième cas de figure que je voulais soulever également, c'est les possibilités d'incarcération tendineuse dans les fractures luxation de la cheville. Et ça, on en trouve très peu dans les publications. Ça concerne toujours le tibial postérieur, mais il n'est pas incarcéré de façon isolée. Et j'ai retrouvé deux publications. L'une qui montrait qu'il y avait 3 tendons incarcérés, le tibial postérieur, le long fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'hallux, et l'autre, deux tendons incarcérés, tibial postérieur et long fléchisseur des orteils. Ce qui est intéressant là-dedans, ce qu'il faut savoir dans les incarcérations tendineuses, c'est que ça se fait de dedans en dehors et que l'incarcération, les tendons qui vont passer et qui vont passer au travers de cette membrane interosseuse, dans l'ordre, c'est toujours le tibial postérieur. Le deuxième tendon qui va passer, c'est le long fléchisseur des orteils. Le troisième tendon qui va passer, c'est le long fléchisseur de l'hallux. Et ça ne se fait que dans cet ordre-là. Parce que vous avez des ruptures progressives de toutes les gaines ostéo-fibreuses qui leur sont propres et elles se font de dedans en dehors en fonction de l'importance du déplacement. Ce qui m'a plus intéressé dans ces situations d'incarcération, c'est en fouillant la biblio sur plus de 10 ans, vous voyez, j'ai commencé sur 2009 jusqu'à 2022, je crois, et que finalement, j'ai séparé les publications en deux. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait, dans certaines séries, le chirurgien voyait l'incarcération, donc il l'a levé immédiatement, le problème était réglé. Et puis, dans d'autres publications, il ne voyait pas ce qui se passait. Par contre, il voyait qu'il ne pouvait pas réduire la syndesmose et il ne comprenait pas ce qui se passait. Et l'intervention était arrêtée. Et en fait, ce n'est pas rare. Parce que les incarcérations visualisées, eh ben, j'ai trouvé 5 publications depuis 2009, et les incarcérations non visualisées, avec procédure interrompue, c'est-à-dire on interrompt la procédure, on ferme le malade, on réveille le malade, le dossier passe au staff, il passe des scanners, des IRM, on ne retrouve pas forcément l'incarcération, et puis, on y retourne secondairement et des fois tardivement. Parce que dans une publication, il y a même un cas où ils y sont retournés 1 an après parce que ça n'allait pas. Et là, ils ont trouvé l'incarcération. Eh bien, il y avait 6 publications depuis 2010. Donc, une fois sur deux, finalement, une fois sur deux, le chirurgien, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, il arrête l'intervention. Et en fait, si vous voyez que vous n'avez pas votre syndesmose qui réduit, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui coince. Et donc, il faut avoir l'idée de se dire, c'est peut-être en tendon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout démonter. Il faut surtout tout démonter, il faut tout refaire. Donc, il faut surtout enlever aussi ça, parce que la levée de l'incarcération, ça se fait souvent en externe. Donc, il va falloir lever la plaque que vous avez mis en externe, mais il faut défaire, hein. Et puis, il faut reproduire le mouvement luxant, et le tendon va repasser en arrière, et là, vous allez pouvoir réduire votre syndesmose. Et c'est ce qui m'a paru intéressant. C'est que souvent on apprend, ah oui, bon, il y a une incarcération du tibial postérieur. Oui, d'accord, c'est le tibial postérieur, mais c'est le tibial postérieur parce que ça ne peut être que lui. Et s'il y en a un deuxième, c'est celui d'à côté. Mais quelquefois, ce tibial postérieur, on ne le voit pas parce qu'il est carrément en avant de l'articulation. Et donc, on se demande ce qu'il y a, quoi.
Et puis, c'est pas rare que les chirurgiens, même expérimentés, eh ben, ils ferment les malades et ils ne savent pas ce qui se passe. Alors, j'ai voulu aussi parler de la fracture de Bosworth parce que dans les publications, eh ben, on le voit souvent, ce type de fracture qui est décrit, qui est exceptionnel, hein. Personnellement, je ne l'ai jamais croisé, mais effectivement, c'est assez souvent décrit. Alors, la fracture de Bosworth, c'est en fait l'incarcération du fragment proximal de la fibula en arrière du tubercule postérieur du tibia. Et en fait, sa caractéristique, c'est l'impossibilité de la réduction. Et donc, comme il faudra réduire rapidement ces fractures, parce que vous allez avoir des problèmes cutanés, il ne faut pas s'acharner à le réduire orthopédiquement, parce que vous allez aggraver les problèmes cutanés. Et tous les auteurs insistent là-dessus. La réduction, elle doit être chirurgicale. Que vous interveniez après secondairement ou tout de suite pour finir le problème. En tout cas, ça nécessite un abord chirurgical rapide. Si vous avez votre scanner et que vous voyez ce fragment derrière le tubercule postérieur, ça ne sert à rien de tirer sur la cheville, vous n'y arriverez pas. Et puis en plus, et puis voilà, pour terminer, le sujet âgé. Hein, le sujet âgé, bon voilà, c'est un cas qu'on a eu. Vous voyez, la petite dame, elle est tombée. On voit la porte du garage. C'est une photographie qui a été prise par le SMUR. Bon, ça, c'est des cas qu'on voit tout le temps. Hein. On voit l'état cutané qui est déjà très précaire. C'est le tibia qui vient déchirer, hein, littéralement, déchirer horizontalement cette peau de façon circonférentielle et mettre toute l'articulation à nu. Et puis en fait, eh ben, il y a un traitement qui marche très très bien dans ces cas-là. Eh ben, c'est l'enclouage transplantaire, hein. Il faut mettre un vrai clou transplantaire. On passe à distance de l'ouverture. On passe par la plante du pied. On va verrouiller ce clou. Ça va permettre l'appui pratiquement immédiat et ça donne de très bons résultats. Pour les résultats fonctionnels, quels sont les facteurs de mauvais pronostic, hein? Eh ben, ce sont voilà, non, non, je ne vois pas mon titre, hein, je suis désolé. Je suis gêné parce que je vois que la moitié de mes diapos. Mais Peu nous, on le importe. voit. Oui, peu importe, voilà. C'est la luxation. La luxation est en soi effectivement un facteur de mauvais pronostic. Et donc, par rapport aux fractures, il y a des études qui ont montré, eh ben, effectivement, hein, quand c'est une fracture trimalolaire non luxée, ça donne de bons résultats. Quand il y a la luxation, le déboîtement, le résultat à distance n'est pas bon. Pour les facteurs de mauvais pronostic, eh ben, c'est la mauvaise réduction de la syndesmose, hein. Pour certains, c'est oui, quand c'est mal réduit, ça ne marche pas. Et pour d'autres qui disent non, même quand c'est mal réduit, ça peut marcher. Mais là, encore une fois, hein, c'est cette syndesmose qui, même chirurgicalement, est pas bien réduite. Pensez à retirer les vis, hein, ça peut aider dans le résultat final, hein. Ça peut aider. Et puis, le fait même d'avoir une fracture de la malléole postérieure, eh bien, il y a de nombreux articles qui montrent que le résultat final est forcément moins bien pour peu que vous ayez effectivement une atteinte de la malléole postérieure. Et ça, on en trouve des articles là-dessus. En résumé, eh ben, ça reste un traumatisme qui est rare, qui est grave, on l'a vu. L'enjeu immédiat, c'est la peau. Il faut réduire le plus vite possible. Et puis après, il faut analyser les possibilités du traitement définitif qui repose encore sur l'état cutané. Si la peau elle est correcte, eh ben, vous partez pour l'ostéosynthèse d'emblée. Si la peau, eh ben, vous n'êtes pas sûr, il y a de l'œdème, il y a des phlyctènes, on va faire un traitement d'attente pour mettre la peau au repos. Et ben, ce traitement d'attente, ça sera un petit damage contrôle local ou le plâtre circulaire qu'il ne faudra pas forcément négliger. Et puis après, eh ben, on fera les fixations. La fixation, on l'a vu, elle se fait d'externe en interne, en passant par en arrière. Et une fois que c'est fait, eh ben, tranquillement, il faut évaluer l'atteinte ligamentaire de la syndesmose ou alors du plan interne. Je vous remercie. Eh bien, merci, merci, merci. Tu nous as fait une présentation qui était claire, didactique, moderne. Tu as critiqué des idées convenues en insistant sur les pièges. Moi, je dois dire qu'avant que tu présentes, j'avais écrit plein de questions et je les ai barrées au fur et à mesure parce que tu avais donné la réponse. David, je te donne la parole. Bonjour Monsieur Nieto, merci pour votre présentation. Je rejoins Philippe, effectivement, ça reprend les points clés hein, de ces fractures qui sont problématiques. Moi aussi, je m'étais noté quelques questions. Vous avez répondu à pas mal, notamment autour de la syndesmose et de la malléole postérieure. Bon, quand même, pour un petit peu, mais globalement, est-ce que vous auriez des petits tips pour dans quelle position vous fixez la malléole, comment vous orientez votre main? Il y a des choses
spécifiques à faire, puisqu'on n'a pas forcément un scanner en salle opératoire? Comment vous le managez? Alors, j'ai pas très bien entendu la question. Il faut manager quoi? Le son n'est pas très bon, David. Ouais, c'est pas très bon, ouais, j'ai Ah, pas compris. c'est peut-être c'est mieux là? Oui, c'est mieux C'est là, j'ai peut-être mieux. l'impression. Ouais, j'ai coupé la vidéo. Comment vous orientez votre main? Comment vous faites pour visser votre syndesmose? Quels sont vos tips chirurgicaux? Puisqu'on n'a pas forcément le contrôle scanner opératoire. Ah, eh ben, je pense que je fais autant d'erreurs que les autres. Et je te le dis tranquillement. Alors moi, par contre, je l'ai fait exactement dans cette position-là, hein. Franchement, dans le service, parce que c'est facile à faire, hein, tout simplement, hein. Les malades, ils sont installés en décubitus latéral. Après, je fais franchement la malléole postérieure, même si le fragment est petit, hein, parce que ça nous entraîne aussi à y aller. On met des plaques consoles, on fait des choses comme ça quand les fragments sont plus petits. Et puis après, on va en interne et puis on regarde la syndesmose. Et la syndesmose, bon, la première question, c'est qu'il faut la tester. Et comment on la teste? Alors, effectivement, on fait un peu de rotation externe, avec quelle force, on ne sait pas trop, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à la synthéser. Alors, après la synthéser, ça m'arrive de la synthéser au travers de la plaque, souvent, hein, au travers de la plaque. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on n'arrive pas forcément et que ça entraîne un décentrage. C'est une question que je me suis posée. Ça peut entraîner un petit décentrage de la malléole, de la fibula sur la syndesmose, car en fait, classiquement, c'est ce que je fais. Je vais la synthéser au travers de ma plaque et c'est peut-être une erreur. Je fais peut-être une erreur en faisant ça. Voilà ce que je peux dire. Je n'ai pas de solution idéale et je crois qu'il faut retenir ces chiffres qui sont assez impressionnants de 40% de mauvaise réduction, hein. Ça veut dire qu'on a presque de la chance quand on le fait pas bien. Ah oui, bah, c'est ce que j'avais vu en faisant la biblio sur ces sujets. C'est terrible. Et quand on fait les scanners, on se retrouve Exactement, ouais, déçu. exactement. Et donc, c'est vrai que Exact. l'endobouton a l'air assez intéressant sur la tolérance peut-être de Voilà, l'endobouton a l'air assez intéressant et pourtant, quand on regarde des études c'est pas comparatives, il si n'y a pas de flagrant. Ouais. supériorité exactement aussi. Ouais. Donc, on Une se pose vis, beaucoup de questions en fait. Surtout, on a surtout beaucoup de questions et peu de réponses. Mais c'est un traumatisme qui est passionnant en fait, hein, ce truc-là, cette ouais, fracture tout à sur fait. la cheville. L'endobouton, en tout cas, moi, ce que j'avais lu, c'est que pour être aussi rigide, il faut mettre deux endoboutons pour correspondre à peu près à une vis de 3,5 tricorticale. Donc, ça Peut-être, serait. alors peut-être. Alors moi, l'endobouton, j'en ai mis quelques-uns, mais un seul. J'avoue que l'endobouton, j'en ai plus mis sur les malléoles postérieures que D'accord, sur les syndesmoses. c'est intéressant. Quand j'avais un bon fragment, et ça tient très bien sur la malléole postérieure. Donc tu vois, non, sur l'endobouton, sur la syndesmose, dont je ne peux pas en parler, j'en ai pas une réelle grande expérience. J'aurais plus d'expérience de l'endobouton sur la malléole postérieure. Bon, voilà ce que je peux te dire, quoi. Non, très bien, mais c'est pas mal. Et après, ces fractures de la malléole postérieure, on avait fait un travail avec Louis Dagneau qu'on avait présenté à la Sofcote, là, au bureau des jeunes. Et je suis d'accord, le pourcentage n'est pas du tout prédictif de est-ce qu'il faut le réduire ou pas le réduire. Parce que l'étude initiale, c'était dans les années 40 sur 8 cas, où ils avaient pris ce pourcentage d'un tiers, et puis McLaughlin avait refait les 25%. Et en fait, non, il faut y aller quand même plus souvent que Oui, je d'attendre crois. les 25%. Ah, je Parce que crois c'est que un vous avez facteur complètement pronostic raison, ouais. majeur, hein. Oui, tout à fait. Je pense que tout à fait, vous avez complètement raison. Et au fur et à mesure qu'on y va, d'ailleurs, c'est de plus en plus simple pour y aller. On acquiert de l'expérience, on le fait de mieux en mieux. Je crois qu'il Oui, ne parce faut que pas la voie hésiter à le d'abord fait faire. peur au départ, et puis finalement, il y a peu de risques, on passe Eh dans ben, une zone. exactement, exactement. Je suis complètement d'accord. Exactement. Et après, une dernière petite chose que j'avais lue en faisant la biblio sur les vis de syndesmose, j'avais trouvé ça assez intéressant. Il y avait une publication qui s'intéressait, puisque souvent, quand on enlève la vis de syndesmodèse à 2 mois ou 3 mois, eh bien, il y avait un taux accru d'infection sur ces ablations de vis. Je ne sais pas si c'est votre expérience. Et cette revue de la littérature là, faisait part de peut-être recommander une antibioprophylaxie autour du retrait de ces vis pour éviter justement ces infections du site opératoire. Oui, c'est pas mon expérience, mais c'est très bien de soulever. Parce que ce que j'avais lu, c'était notamment pour les vis résorbables qu'il faut oublier. Ça, c'est Oui, clair. totalement. Qu'il faut oublier. Mais pour le reste, je crois que oui, oui, tu as sûrement raison. Ouais, il y a peut-être quelque chose à protéger
Peut-être Bah, qu'on va tout est- trifouiller un peu trop quand on va les enlever aussi. Oui, puis il y a le matériel qui reste, les plaques, enfin, la Oui, plaque initiale. Donc c'est vrai que, en tout cas, tout c'était à quelque chose fait. peut-être Tout à marquer fait. l'attention, quoi. Oui, tout à fait. Puisqu'on parle de Bon, la après, vis de syndesmose, ça m'a fait très plaisir que tu dises qu'il faille mettre la vis au-dessus de l'articulation tibiofibulaire, parce que dans l'idée, mettre une vis dans une articulation, c'est jamais bon, mais toutes les radiographies que tu as montrées, les vis étaient intra-articulaires. Oui, tout à fait. Alors, je tiens à dire, Tu ne suis pas tes conseils. je tiens à dire que toutes les radiographies que j'ai montrées où il y avait deux vis, ce ne sont pas les radiographies du service. Bon, ça va. Donc, je ne l'ai pas dit dans le topo, mais oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Ça me paraît mieux, mais le piège, c'est que plus on met la vis haute, plus il faut la mettre d'arrière en avant. Oui, Attention, oui, parce que oui, tout la à fait, fibula bien part sûr. rapidement derrière. Et ça peut être un geste qui peut décentrer Oui, la oui, malléole. tout à fait, tout à Donc, fait. et puis j'avais une deuxième question. Tu nous as montré une image parfaite avec une malade qui avait le pied sous la barrière. Tu nous as pas parlé de lésion vasculaire. Le pédicule tibial postérieur, qui est en fait le seul pédicule qui vascularise bien le pied, ne peut pas être lésé dans ses luxations. Eh ben, si tu le c'est dis, pas. c'est qu'il peut l'être, hein, que tu as dû le croiser. Moi, Oui, oui, j'ai vu dans ça, mon moi. expérience, je ne l'ai pas encore croisé. Et le cas que je t'ai montré, c'était un cas personnel, effectivement, ça. Et non, je n'ai pas eu de problème de... Moi, j'en ai vu une ou deux fois, notamment accident de moto, et c'est sûr que si on ne fait pas attention à ce pédicule et qu'on ne fait pas une suture oui. vasculaire, le pied va nécroser. Ah bah oui, non, mais tu as raison. Autant on peut toucher au Ouais, pédicule antérieur, on le fait d'ailleurs en faisant des prothèses et plein de choses, ouais, autant le postérieur, il ne faut pas y toucher. bien Il sûr, bien sûr, faut y faire attention. bien Moi, sûr. je n'avais pas beaucoup de questions en fait. Ce qui Est-ce que était tu avais intéressant, d'autres c'est ces questions? incarcérations. Moi, sur l'incarcération, c'est très bien que vous l'ayez aussi bien détaillé, puisque j'ai eu un cas d'un patient d'une fracture luxation de cheville qui m'est adressé avec une syndesmose ouverte à presque un an du trauma. Et il s'avère qu'après le bilan et après l'avoir opéré, le tibial postérieur était toujours incarcéré et la syndesmose s'était recicatrisée autour. Et le bilan d'imagerie préopératoire, on pas mis en évidence. Et c'est en l'opérant qu'on a Oui. découvert ça en opératoire. J'ai les photos dans mon ordinateur, on n'a jamais écrit le truc, mais Oh, c'était oui. incroyable. Eh ben, ça rejoint exactement ce qu'il faut retenir, Ah oui, tout à fait. c'est que les examens complémentaires dans les incarcérations tendineuses, il faut pratiquement retenir qu'ils servent à rien. Ah oui, C'est-à-dire, même l'IRM, c'est très compliqué avec l'IRM de oui. retrouver un tendon Il devant. faut Et ce savoir que ce tu qu'on dis, c'est cherche. exactement Ouais. ça. Si effectivement la syndesmose n'est pas réductible, c'est qu'il y a quelque chose entre la syndesmose, il y a quelque chose au milieu. Mm. Et donc, il n'y a pas 50 choses, mais il y a un tendon. Oui, Et toi, tu l'as retrouvée au bout d'un an. Et il y a des c'est ça. publications, j'en ai trouvé une où effectivement, elle a été levée un an après. Un an après, tout à Ça n'a fait. pas été une réussite après, il parlait très bien, Oui, mais mais enfin, bon, c'est t'es arrivé compliqué. un Mais an après, quoi. oui, oui, c'est Et ça, le tout à fait. piège est le même dans les luxations du médio-pied. On a Oui, des ça peut être exactement perforations qui le même. empêchent de réduire et qui ne sont pas Mm. faciles à trouver. Dis-moi, le geste, tu ne comptes pas opérer tout de suite, mais tu fais un geste de réduction. Tu nous décris ce geste? Comment on fait? On Ah prend le, oui, bah, on oui, prend bah, le talus oui, je par sais derrière, pas, on le oui. rappelle Oui, dedans. voilà, c'est ça, oui. C'est très Alors, facile, généralement. nous, C'est pas un coude, ça se réduit facilement. ça se C'est réduit instable. facilement, sauf si c'est une fracture de Bosworth, hein. Ah oui, Voilà. Alors, nous, dans le service, hein, ce sont les internes de chirurgie qui prennent la garde. Et effectivement, ils font leur manœuvre de réduction, qui est probablement une manœuvre d'arrache-botte qu'on a appris. Et puis après, ils doivent plâtrer. Et je leur demande effectivement de plâtrer assez large, mettre pas mal de softband pour faire un plâtre circulaire. Et nous, on regarde le lendemain directement la peau, dès le lendemain matin. C'est pour ça que quand j'ai parlé du fait de dire soit on opère dans les 6-8 heures, soit on opère au bout de 5-7 jours, nous, dans ma pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas vrai. Moi, dans ma pratique, le malade, il vient, même si en pleine nuit, il est réduit par l'interne, il fait son plâtre, il fait son contrôle radio, il est dans le lit. Dès le lendemain, nous, on va regarder la peau. Et dans la majorité des cas, honnêtement, hein, il est opéré le lendemain. Voilà ce que je peux dire. Ça, c'est notre pratique. Ça, c'est vrai. Et on n'a jamais fait de damage control local. On n'a jamais fait de damage control local. j'ai des questions écrites. Quelle est la place de la traction transcalcanéenne comme traitement d'attente?
Et ben voilà, ben moi j'ai jamais fait de damage control local, donc je peux pas dire, je le fais pas. Je sais pas si David a une expérience. Non, des tractions, non, non, on va mettre un fixateur pour le coup. On mettra un Oui, fixateur externe qui sera plus confortable, quitte à revoir le patient un peu plus tard ou le oui, surveiller. La traction, il reste quand même alité. Enfin, c'est plus contraignant la traction qu'un fixateur. Et puis, il n'y a plus rien qui tient. Tu n'as plus de ligaments ou plus d'os. Ça va créer des lésions complémentaires, cette Ouais. traction. Ouais, le fixateur me semble être un super plâtre, quoi, pour le coup. On J'ai peut une autre surveiller la question. peau. Est-ce que vous utilisez toujours deux vis pour la malléole interne quand il y a une euh, fracture par Ouais, pronation forcée, par le plus, supination forcée, toujours. pas que ça tourne? moi le plus souvent la malléole interne, oui, je mets 2 vis le plus souvent. Et bon, Attention, quand la fracture est verticale, il faut que ces vis soient oui, 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 frontales. oui. Après bon, ça C'est pas un dépend petit après du détail, type ça. Ça, anatomique, c'est bien les grands sûr. principes des fractures bimalléolaires. Oui, voilà, il faut être Allez-y, lancez-vous, logique. c'est facile, là, vous ouvrez votre micro. Arthur Je- Justo, tu as ouvert Oui, ton micro. et justement par rapport à cette question, on avait trouvé une étude que j'avais montrée à David sur une équipe qui avait fait du comparatif, prospectif, et qui disait qu'avec une seule vis en interne, elle tenait, et que ça tenait de la même manière que les deux vis. On a continué à en mettre deux, mais il montrait pas plus de déplacement secondaire, pas plus de pseudarthrose. Oui, oui, bah, peut-être. Si la Et, vis est bien mise, ce qu'on avait dit, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de souci, mais tu es plus à risque d'avoir des troubles de rotation, ça dépend du type de ah oui, fracture. complètement. Et puis, il y a des biais. Enfin, moi, c'est vrai que les patients qu'on voit qui vont pas bien, c'est souvent une vis quand même, ceux qui ont. Et alors, une question qui me venait par rapport à l'exemple que vous avez montré sur la personne âgée qui a la fracture luxation ouverte. Nous, on a l'habitude de mettre des fixateurs externes et on les met plutôt 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, parce que sinon, on est un peu inquiet par les complications cutanées. Donc là, si je peux retenir la recommandation, c'est d'aller rapidement au clou d'arthrodèse transplantaire. Oui, c'est le clou d'arthroryse en fait, hein. C'est Oui, pas, ouais, c'est pas l'arthrodèse, hein. C'est le clou d'arthroryse, c'est-à-dire qu'on va laver, hein. On lave l'articulation franchement à fond, hein, avec les karchers chirurgicaux là, que tout le monde a. On excise les bords de la plaie et puis on met le clou, hein, d'emblée, hein. On n'attend pas, hein. et vous leur donnez donc rapidement l'appui, Et l'appui total immédiat. immédiat en plus. Ah, Ah c'est oui, chouette. oui, oui, mais enfin, tu sais, quand il est bloqué en haut en bas, hein. Mais l'article que j'ai cité, hein, on fait comme l'article que j'ai cité, hein. Ils font comme ça dans leur série, hein. Ah, c'est chouette ça. Et quel type de patient? Parce que nous, on le fait sur des patients très âgés, mais sur des jeunes, on est bien d'accord, c'est pas du tout le cas. Ah non, non, mais attends, ouais, t'as vu la petite On est dame bien que j'ai d'accord. Non, non, mais montrée, je ouais. suis d'accord avec vous, mais c'est Avec pour que l'état tout le monde cutané, l'entende elle n'a bien. pas 20 ans, hein. Elle n'a Oui, pas c'était 20 une ans. amputation Pour que partielle tout du le monde pied. Ah non, l'entende bien. non, 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 mais tout non, à oui, fait. oui, non, non, c'est clair, non, non, c'est clair. Ok. Non, non, c'est le sujet âgé, hein. C'est le D'accord, sujet merci. âgé. Voilà. De toute manière, c'est une intervention de sauvetage, on est d'accord. Oui, tout à fait. Ça reste une intervention de sauvetage. Mm. J'ai Ok. une autre question. La reprise de l'appui avant l'ablation de la vis de syndesmodèse est-elle possible ou le risque de fracture de cette vis est-il trop important? Est-ce qu'on peut faire appuyer quelqu'un qui a encore sa vis de syndesmodèse? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Il Tout me à semble fait. quand même que le conseil que tu as critiqué toi-même, mais de quand même ne pas trop serrer la pince pour ne pas être. Parce que je vois comme séquelle de ces luxations, même des fractures bémellolaires en général, une supination du pied. Il y a une perte de la flexion souvent. Et ça peut être dû à une pince trop serrée. Oui, 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 on peut discuter là-dessus, mais bien sûr, non, donc tu as raison. Le problème de Le serrer plâtre, la nous, pince. on faisait le plâtre en talus pour garder le. Oui, oui. Oui, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, sur le plan mécanique, on le comprend complètement, hein, d'amener la partie la plus large du talus au niveau de la pince pour éviter de la serrer trop fort. Mais moi, je le conçois complètement, ce truc-là. Si tu veux, quand j'en ai parlé dans le machin, je me suis dit, tiens, je vais regarder s'il y a des études là-dessus, parce qu'on apprend des choses quelquefois qui ne reposent pas sur grand-chose et que les résultats ne changent pas. Bon, ben voilà, en regardant, j'étais surpris. Je me suis dit, mais il n'y a rien en fait là-dessus. Ouais, bon, ben il n'y a rien. Ouais. Il y a peut-être une étude à faire, hein. Je ne sais Mais pas. ce sont les détails qui comptent en chirurgie. Mais bien sûr, Des tout petits à fait, détails, mais qui cumulés donnent un meilleur résultat. tout à fait. D'autres questions, lancez-vous parce que ça va toucher à sa fin. Je vous rappelle, vous ouvrez votre micro et vous parlez. Et si vous êtes trop timide, ben vous écrivez. Je pense qu'on arrive au bout des questions. Écoute, c'était vraiment bien.
Je pense que ceux qui étaient là et quand ils auront la chance d'avoir ce type de lésion chez quelqu'un d'autre, ils pourront le traiter correctement. On se pose de nouvelles questions. Tu as une question? Non, ça ouvre les yeux sur tous les petits détails que vous Oui. parlez qui sont importants. La malléole postérieure, la syndesmose, d'avoir Même des garde-fous à bien vérifier, quoi. au début, quand tu nous as remontré le système ligamentaire de la cheville avec tous ces ligaments postérieurs dont on se fiche, je me rends compte que quand on met une prothèse totale de cheville, on les sacrifie un peu et c'est peut-être dommage. Qu'est-ce que tu en penses, David, qui nous a fait une conférence sur les prothèses de cheville il n'y a pas longtemps? On les sacrifie pas tous, on garde justement la prothèse, il faut qu'elle soit équilibrée sur le plan latéral et le plan médial, et la Et derrière. syndesmose, normalement. Mais derrière, parce que moi je pensais au ligament postérieur. Tu À sais, part tout ce l'intermalléolaire, système bien sûr, postérieur s'il y a des ligaments aussi épais, c'est qu'ils on servent les à touche quelque pas. chose. Parce Sur que la la prothèse de nature ne cheville, on la fabrique rien touche. qui ne sert à rien. On les touche pas, Tu hein, ne les sur la touches plus. prothèse de cheville. Bon, alors Ah non, la syndesmose postérieure, elle reste, de mon reste en époque, à mon position. époque, on faisait sauter la partie postérieure. Mais les Mais prothèses ont c'est changé, ouais. dépassé. Elles sont plus. Les prothèses conservent la partie postérieure. Oui, elles conservent toute la portion ligamentaire. Il n'y a plus Tandis vraiment. qu'avant, on donnait un coup de scie, on enlevait tout ce qui était derrière. On enlève toujours des choses. Oui, c'est la chirurgie. Bon, bien, merci. Merci à tous. Je vous rappelle que c'est visible en streaming. On peut le revoir. Conseillez-le à vos amis. Euh, Franchement, c'est intéressant. Et puis, toutes ces conférences, il faut les revoir parfois plus lentement, rester plus longtemps sur un détail. Là, ça défile, mais après, c'est très intéressant de les revoir même plus tard. Moi, il m'arrive d'en revoir certaines alors que j'y ai assisté. Merci. Je vous remercie tous. Merci Hervé. Merci beaucoup. Merci Hervé. Merci Merci. Paul d'être là. Allez, bonne soirée. Bonne Je soirée. te serre la pince, Hervé. Oui, j'ai bien entendu, Paul. La pince malléolaire. Allez, bonne bientôt. soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée.